Nous avons la chance aujourd'hui, ce matin, d'avoir Jean-Hubert Martin qui va nous parler des cabinets de merveille, des Wunderkammer, du merveilleux dans l'art. Alors Jean-Hubert Martin, je pense que vous le connaissez tous, mais je vais néanmoins donner quelques éléments sur lui. Jean-Hubert Martin est critique d'art, il est historien de l'art et commissaire d'exposition. Il a, on l'évoquait à l'instant, un curriculum vitae tellement extraordinaire qu'il ne faut pas faire d'erreur. Il était directeur de la Kunsthalle de Berne. Il était directeur du Musée national d'art moderne du Centre Pompidou. Il a été directeur du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie et du Museum Kunstpalast à Düsseldorf. Il a dirigé les programmes artistiques du château d'Oiron. Si vous n'êtes jamais allé à Oiron, il faut absolument que vous y alliez très vite. Le château d'Oiron est un endroit absolument extraordinaire et qui est une source d'inspiration très grande pour moi depuis longtemps. C'est-à-dire que Jean-Hubert Martin sait mêler le patrimoine avec l'art contemporain d'une manière extrêmement subtile et intelligente. J'ai un autre inspirateur qui s'appelle Axel Vervoorde, qui est un grand antiquaire belge. On a des Belges aujourd'hui, donc voilà. Et voilà, mes deux inspirateurs sont ces deux hommes-là. Et pourquoi vous dis-je ça? Parce qu'ils ont souvent travaillé ensemble à Venise, par exemple. Donc, c'est vraiment une chance pour nous d'avoir Jean-Hubert Martin ici. Il a été également directeur artistique des programmes du pavillon d'art contemporain de Milan, le Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Pour ce qui est des expositions, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Il a été commissaire de nombreuses biennales d'envergure Paris-Berlin, je suppose que ça vous dit quelque chose, Paris-Moscou, les magiciens de la Terre. Quand on dit Jean-Hubert Martin ou quand on dit les magiciens de la Terre, vous avez des gens qui s'évanouissent. C'est vrai. J'ai décidé d'être un peu comique là. C'est parce qu'on peut parler de l'art sans pour autant être trop raide. Et donc, il a également été le commissaire d'une exposition Une image peut en cacher une autre en 2009, Salvador Dali en 2012 et L'étrange cité d'Emilia Kabakov au Grand Palais en 2014. J'en ai laissé un peu pour ne pas être dans mais on pourra le réévoquer. Puis vous avez tout dans le petit livret. En tout cas, je suis très heureuse, Jean-Hubert, que vous soyez là, que tu sois là. Et allez voir, vous allez passer un moment extraordinaire. Alors nous étions hier en état de totale apesanteur et là on atterrit. On atterrit avec, vous l'avez bien compris, quelqu'un qui est un conservateur de musée, c'est-à-dire on est quand même très proche de la matière, pour pas dire qu'on a les mains dans le charbon très souvent. Et je pense que les meilleures expositions, c'est d'ailleurs celles où on met la main réellement dans le charbon et on se confronte à des œuvres qui sont des choses bien matérielles. Et on va parler un petit peu d'émerveillement par rapport à ces œuvres ou à ces artefacts qui sont vraiment le résultat de la manipulation de la matière. Mais avant d'aborder la question du merveilleux, je vais essayer de donner quelques définitions, essayer de me débrouiller avec ce mot-là. Je voudrais revenir sur ce que disait Étienne Klein hier, qui nous parlait du climato-scepticisme. Parce que le scepticisme atteint tous les mondes et également le monde de l'art. Et il y a une chose absolument extraordinaire dans l'histoire de l'art de l'Occident, de l'Europe, qui est la question de la polychromie de la sculpture antique. On a considéré à partir de la Renaissance
parce qu'on faisait des fouilles à Rome et en Italie, etc. On découvrait des marbres qui étaient blancs, ou à peu près blancs, enfin, une fois un peu nettoyés, parce que dans la terre, évidemment, ils étaient quand même un peu sales, mais enfin, on atteignait le marbre blanc, et on en a considéré, à partir de ce moment-là, que la sculpture antique en marbre était blanche, et puis quand c'était des bronzes, c'était la couleur du bronze. Et on a vécu pendant 5 siècles sur un formidable mensonge, qui est que la sculpture antique est blanche. Et donc, jusqu'au XIXe siècle, la sculpture savante, en tous les cas, celle qu'on montrait dans les salons, et bien, ça devait être blanc, et ça ne pouvait pas être autre chose au nom du beau idéal qu'on avait extrait de l'Antiquité. Et en fait, on se trompait complètement. Et le phénomène extraordinaire, c'est qu'on le sait quand même depuis la fin du XVIIIe siècle. Il y a déjà un historien important qui, au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, qui est un ouvrage très important sur la sculpture antique classique, disait que la sculpture devait être peinte. Et on a su également, alors on l'a dit un petit peu plus pour l'architecture, on sait que le Parthénon était peint, on a fait des maquettes du Parthénon peintes qu'on a représentées, mais sur la sculpture, rien à faire, c'est resté blanc jusqu'à la fin du XIXe siècle, alors que maintenant, on le sait d'autant mieux qu'avec tous les procédés qu'on peut mettre en œuvre avec les appareillages et la technique qu'on a aujourd'hui. On a découvert, évidemment, au microscope, des pigments d'une taille absolument réduite, en fait, minuscule, et qui fait qu'on sait exactement les couleurs qu'avaient les sculptures en question. Et donc, il y a un collègue en Allemagne en particulier, M. Brinkmann, qui s'est intéressé à ça et qui, en reprenant exactement les couleurs qu'il avait trouvées sur les originaux, a pu repeindre des plâtres qui étaient évidemment des moulages des originaux et donner une idée. Et voilà ce que ça donne. Donc, et ça atteint même les fameuses petites sculptures des Cyclades, qu'on aime tant, parce que c'est un espèce d'œuf, le visage a une forme d'œuf, et il y a juste le nez au milieu, il n'y avait rien d'autre. Formidable, tout ce que l'art moderne adore. Eh ben non, c'est faux, il y avait des yeux et une bouche qui étaient peintes dessus, comme vous le voyez ici. Et ça m'amuse d'ailleurs parce qu'il va y avoir une exposition, paraît-il, au Centre Pompidou bientôt sur l'art cycladique, évidemment par rapport à l'art moderne et tout ce que ça représente. Et je ne sais pas comment ils vont traiter ça, mais en fait, tout ça par rapport à une complète erreur sur ce qu'était la sculpture antique. Alors, vous voyez là au milieu, en fait, c'est une sculpture de Fellman, d'un artiste allemand de Düsseldorf, et qui a pris une sculpture et qui lui aussi les repeint, etc. Mais vous voyez un peu ce que ça donne sur la droite. C'était beaucoup plus proche de la sculpture hyper réaliste. Vous voyez, à gauche, c'est une sculpture de cet artiste américain Dwayne Hanson, qui est connu pour être un hyper réaliste, donc faire de l'illusion, si vous voulez, c'est quasiment du trompe-l'œil. Hein. Et d'ailleurs, on en a dans les musées, c'est fait pour que le visiteur tombe dessus et puis ils disent oh, il y a quelqu'un qui est assis là. Et, bon, voilà. Et vous voyez que les deux combattants, là, les deux boxeurs, ou je ne sais pas, enfin, c'est pas exactement de la boxe, mais les lutteurs qui sont à droite, non seulement leur corps est complètement couleur de chair, mais je ne sais pas si on voit les détails, mais ils ont des blessures. Et ces blessures, il y a dans l'original, il y a des gouttes de sang qui sortent. Et elles étaient évidemment rouges, bien rouges, pour que ça montre que ce soit du sang. Voilà. Donc, je vous en montre encore. Voilà, là, on a les comparaisons. Et vous avez deux musées qui sont leaders sur cette question-là. C'est le Liebighaus à Francfort et la Nie Carlsberg Glyptothek à Copenhague, qui montrent ce genre de choses, c'est-à-dire vraiment l'original et la version peinte à côté. Et alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'atteint pas Paris. Il y a eu une exposition qui a circulé dans
toutes les métropoles qui s'appelaient Bunte Götter, c'est-à-dire les dieux polychromes ou les dieux multicolores, si vous voulez. Et jamais cette exposition n'est venue à Paris. J'en ai parlé avec l'ex-directeur du Louvre, Martinez, qui est un archéologue, et alors il m'a dit, ah bah oui, mais vous savez, ça peut, évidemment c'est les couleurs qu'on a trouvées d'après les pigments, mais ça pouvait pas être comme ça, il y avait des patines, etc. Le bon goût parisien fait que cette exposition ne peut pas être montrée à Paris. Vous voyez les résistances qu'il peut y avoir dans le monde de l'art, etc. Enfin, moi, ça m'émerveille, tout ça. Voilà. Alors on va passer maintenant à notre sujet, plus directement. Et donc, quand on parle d'émerveillement, pour un historien, on pense immédiatement au cabinet de curiosité de la Renaissance, et la manière dont on les appelait en Allemagne, on appelait ça, enfin, certains des cabinets en tous les cas, on les appelait Wunderkammer, c'est-à-dire des cabinets de merveille. Il y en avait beaucoup en Allemagne. On a cru à un moment donné, d'ailleurs, au début des recherches historiques sur les collections de la Renaissance, on a cru que c'était une espèce de spécialité allemande, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il y en avait dans toute l'Europe. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte, même lors d'études qui sont sorties vers les années 70-80, que les cabinets de curiosité étaient la forme que prenaient les collections. C'est-à-dire, il n'y avait pas, à la Renaissance, et au début du XVIIe siècle, il n'y avait pas de collectionneurs qui ne collectionnaient que de la peinture. On collectionnait parce qu'on était un érudit, un intellectuel, on s'intéressait aux choses du monde, et on rassemblait toutes sortes d'objets, et il y avait là des artificialia, c'est-à-dire des artefacts donc, faits par l'homme, donc peinture, sculpture, etc. Mais il y avait aussi, quasiment, on peut le dire toujours, des naturalia, c'est-à-dire toutes sortes d'objets qui étaient extraits de la nature et qu'on amenait dans ces cabinets, dans ces salles, ces lieux, pour les étudier et pour comprendre ce qu'était le monde et essayer de trouver des logiques, des rationalités. Et c'est ces recherches qui s'étalent sur quasiment 2 siècles, qui vont aboutir petit à petit à toutes sortes de raisonnements et au fameux rationalisme, à Descartes, etc. Et où, à ce moment-là, les cabinets de curiosité sont relégués parce qu'on s'intéresse beaucoup moins à l'extraordinaire. Ce qu'on montrait dans les cabinets de curiosité était ce qui fascinait, parce que ce n'étaient pas des choses ordinaires et qu'on ne les comprenait pas bien, on essayait de les comprendre. Je donne un exemple tout à fait typique, c'est celui de la dent de narval. Vous savez que le narval a donc cette espèce de dent absolument extraordinaire, longue, en spirale, qui termine son museau, si je puis dire. Et ces dents de narval, qu'on pêchait dans le nord, tout à fait le nord de l'Europe, arrivaient quelquefois en Allemagne, et puis même jusqu'en Europe du Sud. C'était un objet extrêmement rare, très précieux d'ailleurs, c'était sans doute parmi les objets qu'on connaît et qui passaient quelquefois sur le marché ou qui étaient achetés, c'était l'objet le plus cher à la Renaissance qu'on pouvait acquérir, et il terminait d'ailleurs dans les cours royales en général, ou les cours princières, et ceci pour une raison très importante à l'époque, c'est que c'était un antidote contre l'empoisonnement. Vous savez qu'à la Renaissance, on avait toujours terriblement peur de l'empoisonnement, et donc la corne de narval, qu'on croyait être la corne de licorne, puisqu'on croyait, on croyait à l'existence de la licorne, et on l'ingérait soit en la râpant en poudre, bonjour les dégâts, soit en la portant, quelquefois on coupait des morceaux de la corne et on la portait en sautoir comme ça, et elle pouvait protéger, paraît-il, contre l'empoisonnement. Enfin voilà, donc tous ces objets
qui étaient rassemblés dans ces cabinets étaient des objets sur lesquels on s'interrogeait, sur lesquels il y avait beaucoup d'histoires et beaucoup de légendes, beaucoup de fantasmagories qui tournaient, tout ça emprunté à des textes, soit aux textes bibliques, soit à la pensée aristotélicienne, etc., aux textes antiques qui faisaient foi à l'époque sur ce qu'était l'existant et le réel. Et donc, petit à petit, avec l'arrivée de réflexions de plus en plus précises, et en particulier grâce à l'observation très très précise de tous ces objets qui pouvaient donc susciter l'intérêt, on en arrive à des raisonnements beaucoup plus logiques et qui nous permettent de comprendre le monde et qui aboutissent évidemment à l'Europe des Lumières au XVIIIe siècle. À ce moment-là, les cabinets de curiosité tels qu'on les connaît à la Renaissance tombent en désuétude. On considère que c'est un peu des choses un peu justement pour raconter des belles histoires et on considère que c'est pour les dames, excusez-moi, mais c'est comme ça au XVIIIe siècle. Et au contraire, quand ils continuent à exister, ils se transforment en ce qu'on appelle à ce moment-là des cabinets d'histoire naturelle, et où ce sont beaucoup plus les objets d'usage qu'on commence à étudier, ou si vous voulez, tous les éléments végétaux, animaux, qui sont ceux de la localité où on se trouve, pour essayer de comprendre le monde dans lequel on se trouve et de mieux l'exploiter. Et on va arriver de là à l'Anthropocène, etc., et d'un homme qui toujours se sent à l'extérieur de la nature et qui essaye de la comprendre, bien entendu, pour mieux l'exploiter. Et on sait à quoi ça nous a mené jusqu'à aujourd'hui. Enfin, voilà, en gros, pour les cabinets de curiosité. Et comme le disait Chantal tout à l'heure, je me suis efforcé au château d'Oiron, mais ce n'est pas du tout le sujet, de faire un espèce de parallèle, d'écho au cabinet de curiosité à travers l'art contemporain dans la collection de ce château. Et apparemment, d'après ce que disent les gens qui y vont, ça fonctionne assez bien. Oui, peut-être une mise au point quand même sur les questions d'observation de la nature. Là, je me trouve en porte-à-faux par rapport à ce que disait Étienne Klein hier, qui nous disait que toute cette idée que toute la science naît d'une observation extrêmement précise, et donc avant tout visuelle, c'est l'œil qui joue un rôle primordial. Il a tout à fait raison pour la physique, mais il a tort pour l'histoire naturelle. C'est-à-dire pour tout ce qui touche à l'observation des différents règnes dont il parlait, le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, eh bien l'observation a joué un rôle absolument primordial. Et c'est là où les artistes sont tellement proches des scientifiques. Vous savez très bien que dans toutes les grandes explorations jusqu'au XVIIIe siècle, on emmenait toujours un ou deux artistes qui étaient chargés dans les régions où on accostait, en Australie, que sais-je, au fin fond de l'Afrique, de repérer les animaux et d'en faire des dessins le plus précis possible. Et c'est comme ça que s'établit toute la connaissance du monde occidental, des Européens. Et je suis pas loin de penser que cette connaissance qui fonctionne par le visuel, d'ailleurs, est un des attributs et une des grandes forces de notre civilisation par rapport à la civilisation arabe musulmane, si vous voulez, où on était très très fort pour des schémas abstraits, peut-être qu'on allait plus loin en médecine, etc., dans plein de domaines, que les Européens, mais on reste dans une espèce d'abstraction parce qu'on n'est pas dans cette espèce d'observation du réel, de l'existant, comme dit Descola, j'aime bien ce terme, de l'existant, qui fait qu'on apprend en observant jusque dans les moindres détails.
Alors, bon, on a appris beaucoup de choses et bon, ça aboutit aux classifications de Linné pour les végétaux, de Buffon pour les animaux, etc. On crée des arborescences, on crée tout un système, une taxinomie qui est... Bon, qu'aujourd'hui on peut remettre éventuellement dans certains de ces aspects en cause, mais qui est quand même tout à fait fondamental et qui permet de comprendre tout ce monde qui pénètre de cette manière-là, plus par les livres aussi que par les objets. Pas oublier que dans les cabinets dont je parlais tout à l'heure, il y avait bien sûr tous ces objets réunis, mais il y avait aussi tous les livres, c'était des bibliothèques aussi, hein, et tout ce monde de connaisseurs, de curieux. Curieux n'avait rien de péjoratif à l'époque, il faut bien se dire ça. Hein, c'est la curiosité au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire vraiment ce qui est le moteur vraiment de la connaissance, c'est la curiosité, c'est justement d'essayer de comprendre les choses et le monde tel qu'il est autour de nous. Et alors, ce qui change beaucoup, à partir du moment d'ailleurs où on a des techniques qui nous permettent d'avoir une autre approche du réel, c'est l'arrivée de la photo et surtout du film. Et alors qu'on cherche jusqu'au, je dirais, au XIXe siècle, enfin, on s'intéresse à ces éléments de la nature comme à des objets, séparés les uns des autres, si vous voulez, que ce soit des animaux ou des végétaux, etc. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que ce sont quand même des êtres vivants et que c'est aussi leur comportement qui peut être très intéressant. Ça, c'est le grand changement par rapport à tout ce qu'on sait depuis le XXe siècle, c'est qu'on s'intéresse aux animaux comme à des êtres sociaux maintenant, alors que ce n'était pas du tout le cas autrefois. Et du coup, notre comportement par rapport à eux change complètement, notre appréciation des animaux change fondamentalement. Même si il faut quand même rappeler, c'est Pastoureau qui dit ça dans plusieurs de ses livres, qu'au XVe siècle encore, peut-être début du XVIe, de temps en temps on faisait des procès à des animaux. Quand un cochon, ça arrivait, avait mangé un bébé, ou s'était attaqué à un bébé pour le manger, paf, on l'amenait au tribunal et il était jugé. Donc il y avait quand même une espèce de respect de la vie des animaux, mais ça disparaît évidemment totalement pendant la grande période de rationalité instaurée par Descartes, etc., où les animaux, rien, c'est que l'instinct, mais non, ni émotion, ni sensation, ni rien de tout. Toutes ces choses sur lesquelles on revient actuellement totalement et on se pose des questions extraordinaires. Je citerai juste, parce que vous l'avez certainement vu ou vous en avez entendu parler, le fameux film, vous savez, La sagesse de la pieuvre, film extraordinaire de 2020, de Pippa Ehrlich et James Reed, qui a été filmé en Afrique du Sud par un type qui allait chaque jour plongé devant chez lui et qui rencontrait une pieuvre et c'est toute l'histoire de sa relation avec cette pieuvre qui est une histoire extraordinaire, enfin vraiment formidable, mais qui change évidemment complètement notre comportement. Et alors, bon, je parlerai un petit peu d'une manière personnelle, si vous voulez, c'est que moi, sur le monde animal, j'ai souvent un petit émerveillement qui est une rubrique qui arrive chaque semaine dans le monde des sciences. Il y a il y a un type dont je n'ai pas retenu le nom, qui écrit une petite colonne comme ça sur quelque chose qu'on a découvert sur un animal. Et à chaque fois, c'est des histoires extraordinaires. Alors, c'est aussi bien que les histoires qu'on a inventées pour les cabinets de curiosité. Et ça, c'est vraiment l'apport de la science et des recherches actuellement. C'est une petite rubrique, je ne sais pas si certains d'entre vous la lisent ou la connaissent, mais qui est vraiment formidable. Bon. Et on essaye aussi d'apprendre énormément des animaux. Je vous donnerai un exemple, c'est l'hibernation de l'ours, par exemple. On se demande, on fait des recherches très approfondies. On va rechercher les ours pendant qu'ils hibernent, on les laisse complètement dans leur sommeil et on essaye de comprendre comment les organes continuent à fonctionner, comment le rythme cardiaque se transforme totalement et comment ça peut nous apprendre
un certain nombre de choses par rapport au fonctionnement, évidemment, aussi du corps humain, mais d'une manière générale, comment tout ça fonctionne. Voilà. Par rapport au cabinet de curiosité, on a quand même évidemment pris énormément de distance par rapport à tout ça, et il y a un auteur en 1917, Weber, qui parle de désenchantement du monde. Et c'est vrai que notre monde, vu complètement sous le prisme de la rationalité, et il faut bien dire d'un certain matérialisme, faisait que toutes ces légendes, le côté poétique, le côté magique des objets, on met ça complètement de côté. Et c'est évidemment un petit peu dommage, d'une certaine manière. Et on le voit bien, parce que dans des musées aussi, aujourd'hui, dans les musées des sciences ou peut-être les musées d'histoire naturelle, on voit bien que, et pas seulement dans les musées, on voit bien que chaque fois qu'on montre des choses pour les enfants, on leur explique immédiatement comment ça fonctionne. Surtout qu'ils ne se fassent pas d'idée que c'est une espèce de chose un petit peu magique, etc. Il faut qu'ils sachent que ça fonctionne par A plus B, etc. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas complètement sûr. C'est joli aussi de pouvoir laisser fonctionner l'imagination. Enfin, moi, je suis complètement persuadé que c'est la même chose en histoire de l'art. Si vous voulez, les musées vous bassinent des connaissances d'histoire de l'art quand vous arrivez dans n'importe quelle exposition. Mais bon sang, laissons l'imagination de chacun des visiteurs fonctionner, qu'il se fasse des idées lui-même. Enfin, voilà. Ça, c'est mon propos qui n'est pas encore très bien compris apparemment. Alors, comment est-ce que le merveilleux fonctionne dans l'art, comment et sous quelle forme? On en vient enfin à notre sujet. Alors, j'ai commencé par une expérience personnelle. J'ai eu la chance, quand j'avais une douzaine d'années, d'aller au château d'Ambras, qui est un château dans le Tyrol, tout près d'Innsbruck, dans lequel l'archiduc Ferdinand II de Tyrol, qui était à Habsbourg, très riche, a créé une collection. Et c'était un des multiples cabinets de curiosité, Wunderkammer, de l'Europe à cette époque-là. Et je suis tombé en arrêt devant ça, qui est resté pour moi un sujet d'émerveillement total. Alors, je vous l'explique quand même un tout petit peu, parce que l'angle sous lequel est prise la photo n'est pas très explicite. C'est tout bêtement un cerf qui a foncé dans un arbre, et puis il n'a pas pu ressortir parce que ces bois ont inséré le tronc et il est resté bloqué, donc il est mort là sur place, et l'arbre a continué à pousser autour des bois du cerf. Et donc on a trouvé ça tellement extraordinaire qu'on a coupé le tronc et l'objet est là. Et ça m'a, enfin, quand j'étais gamin, ça m'a vraiment scotché, si je puis dire. Et ça m'est resté comme quelque chose d'extravagant. Et le hasard a voulu que des années après, quand je fais cette collection d'art contemporain pour le château d'Oiron, où il y avait une collection de l'ordre des cabinets de curiosité, je tombe grâce à un artiste qui amène cet objet-là, qui est un tronc d'arbre qui a poussé autour d'un cadre de bicyclette en Guyane, parce que c'est évidemment en milieu tropical, donc la végétation est luxuriante, ça pousse très très vite. Et voilà, vous avez une bicyclette enserrée dans un tronc. Alors on l'a mise dans la cheminée, comme ça, parce que bon, comme c'était un tronc d'arbre, ça avait sa place à cet endroit-là. Alors bon, tout ce, je ne sais pas si pour vous c'est merveilleux ou pas, enfin vous me le direz, parce que je vais vous montrer beaucoup de photos tout à l'heure, d'œuvres d'art contemporain, avec la question à chaque fois, est-ce que c'est merveilleux ou pas? On va y venir tout à l'heure. Les Allemands appellent ça d'ailleurs, appellent ça, je ne sais pas s'ils mettraient le mot de merveilleux derrière, mais il y a un truc qu'ils appellent le aha effect. J'aime beaucoup ça. C'est vrai, vous trouvez quelque part, dans un musée ou ailleurs d'ailleurs, trouvez un truc et aha. Et voilà, le aha effect, c'est l'émerveillement. Et c'est au fond très souvent lié au fait que c'est quelque chose d'inattendu.
C'est très important, ça, pour le merveilleux. C'est quelque chose d'inattendu. Et Breton appelait ça, d'ailleurs, l'émotion du jamais vu. Et c'est vrai, ça, je suis convaincu de ça depuis des années, que dans le jugement esthétique, la surprise, l'étonnement jouent un rôle absolument énorme. J'y reviendrai encore à ça. Et puis, il y a Romain Rolland qui parlait il y a très longtemps de ce souci de tout d'un coup être en contact avec le monde entier, avec le cosmos, avec la totalité, comme ça, et qu'il appelle le sentiment océanique. Et je suis persuadé que beaucoup de gens qui vont dans les musées, qui ne savent pas très bien pourquoi ils y vont, au fond, eh bien, quand on va au Louvre, quoi, bon, alors on recherche, il y a évidemment le culte des ancêtres, hein, incontestablement, les origines, d'où est-ce qu'on vient, etc., qui joue un rôle, mais il y a aussi cette idée que on va retrouver là, à travers l'art universel, on va retrouver une espèce de sentiment qu'on est en phase avec la totalité du monde, avec le cosmos, pour appeler ça comme ça. Et c'est ça, c'est là où on touche à toute cette question de l'émerveillement. Voilà. Qui peut être extrêmement différent, bien entendu, selon les individus, et selon les classes sociales aussi, selon l'éducation qu'on a reçue. Donc je ne pense pas qu'on puisse mettre une définition extrêmement établie, facile, et qui soit valable pour tous sur l'émerveillement. D'autant plus que je suis persuadé aussi que, en tous les cas, c'est la manière dont je le ressens, que les chefs-d'œuvre avec lesquels on nous bassine toujours, et il y a des gens qui aiment voir toujours les mêmes choses d'ailleurs, les chefs-d'œuvre, ils sont souvent un petit peu érodés à force de les voir, et surtout avec les capacités de la reproduction qu'on a aujourd'hui, des œuvres d'art qui sont constamment reproduites. Les chefs-d'œuvre, pour moi, ils sont érodés, quoi. Ils ont été tellement vus que à la fin, ils perdent une partie de leur valeur. Je sais pas. Et donc, ils tombent dans une espèce de banalisation et qui est loin de l'émerveillement. En tous les cas, pour moi. Mais je pense que pour un certain nombre d'amateurs aussi, et là, la surprise, l'étonnement, encore une fois, joue un rôle tout à fait essentiel. Et c'est ce qui amène d'ailleurs les amateurs d'art, collectionneurs, etc., à souvent rechercher la rareté, quelquefois un petit peu trop. Par souci de se démarquer de cette espèce de banalité du chef-d'œuvre, ils cherchent, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ils cherchent à aller dans des domaines où justement ils sont un petit peu les seuls avec leur petit groupe de copains et d'amateurs à pouvoir apprécier des choses qui ne sont pas faites pour le vulgaire, enfin pour les masses, pour le reste de la population. Et puis, bien entendu, dans l'émerveillement, ce qui joue aussi, c'est l'âge, bien entendu. Je veux dire, c'est évident il me semble qu'on s'émerveille beaucoup plus facilement quand on est jeune qu'à un certain âge où on a déjà vu beaucoup de choses, on en a vu d'autres, on est un petit peu blasé. C'est beaucoup plus difficile d'émerveiller un vieillard qu'un jeune homme, me semble-t-il. Enfin, bon. Et alors, si on parle d'émerveillement, on est aussi facilement, il faut bien l'avouer, du côté du Guinness Book of Records. Hein. Je veux dire qu'il y a des phénomènes, des objets qui sortent de l'ordinaire, qui sont complètement extravagants et qui sont ceux qui sont dans le superlatif du plus de celui qui est le champion dans son domaine. Alors on retombe un peu dans la question des cabinets de curiosité, où on adorait par exemple la question des géants. Encore une fois, ça posait des questions. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus grands que les autres, et puis des nains. Ça, c'est un tableau justement de la collection du château d'Ambras. Et
Et ça m'interpelle toujours parce que c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Hein. Je veux dire, Pierre le Grand, par exemple, avait un géant français qui était à la cour. Il faut se dire que les souverains, de cette époque-là, ne faisaient pas dans la demi-mesure. On prenait un géant, et puis voilà, et puis on l'amenait à la cour. Bon, il avait le logis et le coucher, et puis voilà. Et il faisait partie des objets du cabinet, il faut bien le dire. Et il y avait, et la même chose pour les nains. Il y en avait pratiquement, enfin, pas dans toutes les cours, mais dans beaucoup d'entre elles. Et c'était un peu comme le fou du roi, le nain, etc. On s'entourait de ces gens-là, et puis ils faisaient partie, au fond, de la collection. Il faut bien le dire. Ce genre de phénomènes ont passé au XIXe siècle dans les foires, sont devenus des objets d'attraction. Et aujourd'hui, évidemment, on considère ça avec un œil extrêmement réprobateur. Mais je m'aperçois que quand on montre ça dans un musée, comme je l'ai vu au musée du Quai de Branly, où on a montré comme ça des gens qui étaient difformes ou des géants, etc. Et on montre ça dans un film ou dans une projection en disant évidemment que bon, à cette époque-là, autrefois, on avait une vision vraiment qui était complètement pervertie par rapport à ces êtres-là, qu'aujourd'hui on doit les considérer comme des êtres normaux comme nous. Mais en fait, tout le monde est quand même là, devant les images, à les regarder, parce que c'est quand même pas de l'ordinaire, quoi. Je veux dire, on a à la fois un sentiment de culpabilité aujourd'hui par rapport à ça, mais en fin de compte, on peut pas quand même totalement s'en détacher parce que c'est quand même quelque chose qui sort encore une fois de l'ordinaire et qui est peut-être un sujet plus ou moins d'émerveillement. Alors, je vais maintenant vous montrer un certain nombre d'œuvres d'art. En fait, je souhaiterais, si vous le voulez bien, enfin, si vous y prêtez, à ce que vous réagissiez même directement, parce que pour moi, ce sont des questions. Hein. Je n'ai pas de réponse toute faite sur les œuvres d'art, mais je vais vous montrer un certain nombre de choses où on peut se dire que ça touche au merveilleux. Et puis, à vous de me dire si je suis à côté de la plaque ou si vous ne l'acceptez pas du tout, etc. Il y a beaucoup le fait aujourd'hui, dans l'art contemporain, le fait qu'on a des installations, qu'on est pris dans un environnement. On n'est plus juste devant un tableau, c'est-à-dire un quadrangle, un rectangle sur un mur, devant lequel on s'extasie. On est pris dans un ensemble, dans un environnement, et où joue ce qu'on appelle la synesthésie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus simplement le visuel, les yeux qui jouent, le sens de la vue, mais d'autres sens qui sont interpellés, et en particulier le fait qu'on se meut dans un espace où les choses nous entourent, et donc il peut y avoir le son, et il y a surtout pas dans les musées, évidemment, surtout pas la sensation, parce que défense de toucher, malheureusement. Mais bon, mais enfin, il y a quand même d'autres sens qui sont en jeu. Et donc je vais essayer d'analyser un certain nombre de critères, des critères de beauté qui sont plus ou moins immuables ou de valeur. Et je prends le plus vulgaire d'une certaine manière, enfin, vu d'un certain point de vue, c'est l'œuvre de Damien Hirst, sur lequel, alors je lis mon papier, 8601 diamants, et puis dont il dit que la production a coûté environ 12 millions de livres. Bon, sterling. Donc, bon, ça c'est vu de mon point de vue, mais partagé par beaucoup de mes collègues dans l'art moderne et contemporain, c'est tout ce qu'il y a de plus vulgaire et de plus crétin à la limite, puisqu'il s'agit d'annoncer une valeur monétaire. Vous savez que Damien Hirst était trader avant d'être artiste. Et bon,
c'est pour attirer les chalands, etc. Cela dit, il ne faut pas non plus se tromper complètement, parce que c'est vrai qu'on y viendra sans doute tout à l'heure. Il y a quand même la question du matériau, et bon, les diamants, ça peut jouer d'une manière peut-être un petit peu plus subtile que celle-ci. Ça peut jouer quand même dans l'appréciation d'œuvres d'art du passé qui sont tout à fait valides. Bon. Là, on est tout à fait sur place d'ailleurs, puisque enfin, ceux qui étaient attentifs l'ont vu hier. C'est donc l'œuvre de Grégoire Scalabre. Et je la montre parce que, au fond, pour vous dire franchement, c'est cette œuvre qui me vaut sans doute ma présence ici ce matin, parce que j'étais avec Chantal dans la cour, je voyais cet objet et je lui dis. C'est quand même, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut réveiller ce sens du merveilleux qui existait dans les cabinet de curiosité de la Renaissance? Est-ce que ça, c'est pas justement le genre de truc qui, hein, c'était ça, le genre de truc qui fonctionne de la même manière? Et bon, c'est vrai que là, il y a, je sais plus, 70 000, je crois, hein, 70 000 petits espèces de récipients. Il a, comme disait Chantal hier, enfin, il a été pris lui-même à son propre jeu comme ça, et apparemment il a un peu souffert pour arriver au bout, mais c'est fascinant, et c'est fascinant parce que on se rend compte tout de suite du labeur absolument incroyable qui est derrière. On se rend compte du temps qu'il a fallu, de cette espèce d'obsession qu'il a fallu pour arriver à terminer cette œuvre. On le voit, il suffit de le regarder, je veux dire, on n'a pas besoin de lire tout le cartel, etc., on comprend ça. Et ça, c'est certainement un des facteurs d'émerveillement dans certaines œuvres d'art, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, je vais vous montrer quelques autres œuvres qui ont demandé un très gros labeur, comme le Cyclope de Tinguely, qu'il a fait d'ailleurs avec des copains, hein, parce que c'était quand même un très gros morceau. Alors, c'est Niki de Saint-Phal qui a mis les miroirs dessus. Vous avez peut-être entendu, ça c'est les trucs absolument terribles de ce genre d'œuvre. Ils ne sont pas trop préoccupés, les gens qui travaillaient avec Niki au moment où ils l'ont fait. Ils ont pris de la colle, des morceaux de miroir, et puis ils se sont aperçus que la colle ne tenait pas, que tout ça tombait au bout d'un moment. Et donc, il a fallu refaire ça. Alors là, les restaurateurs sont terrifiants. Il a fallu le faire à l'identique. Alors que les morceaux de miroir, ils avaient été cassés comme ça au marteau. Enfin, vous imaginez la folie. Enfin, pareil, je crois que grâce à l'informatique, on a pu résoudre une partie des problèmes. C'est en pleine forêt, pendant des années, Tinguely et ses potes et ses techniciens ont travaillé à l'élaboration de ce truc dans un demi-secret. Enfin, il y avait plein de gamins du coin évidemment qui savaient que ça existait, qui essayaient de rentrer dedans. Alors il fallait imaginer des systèmes de serrure et de fermeture absolument invraisemblables pour qu'ils ne puissent pas grimper dedans. Enfin, mais maintenant, c'est géré par un service du ministère de la Culture et on peut le visiter, bien entendu. Et voilà. Alors, je reviens à celui qui n'est certainement pas, pour moi, l'artiste le plus intéressant de la Terre, mais bon, il faut essayer de comprendre ce que c'est que le merveilleux. Donc, il faut aussi balayer large. Et là, vous avez une pièce, alors je dois dire, formidable, magnifique de Damien Hirst, dont je ne suis absolument pas un fan. C'est une salle dans sa rétrospective à la Tate Gallery où vous entrez et il y avait des papillons partout dans la salle. Alors ça, formidable. Et il est arrivé à faire ça. Bon, il y avait les plantes qu'il fallait, etc. Tout ça, l'hygrométrie, tout était très bien géré. Et du coup, évidemment, il a fait un certain nombre d'œuvres à partir de papillons, comme cette espèce de rosace. Bon, évidemment, comme vous le savez, les ailes de certains papillons ont une qualité chromatique absolument inouïe, comme ça, et qui attire l'œil de n'importe qui. Et il a su jouer avec ça. Et ça, je dois dire que... Pardon ? Oui, des vrais. Oui, des vrais papillons. Et vous entriez dans la salle, les papillons volaient autour de vous, comme ça.
dans une salle de musée. C'est quand même incroyable d'y arriver. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il avait ce tableau en tête. Il y a un merveilleux tableau de Dosso Dossi, où on voit le peintre, évidemment, peindre des papillons, parce que c'est une espèce de référence chromatique absolument indépassable pour tout peintre qui s'intéresse forcément à la couleur. Alors, il y a les beautés de la nature qu'on arrive à faire entrer dans le cabinet ou dans le musée. Et là, je reviens ici. On n'y est pas passé hier, on est passé devant, on n'est pas passé. Ce que je trouve formidable, d'autant plus que dans mon musée à Düsseldorf, le Museum Kunstpalast, j'avais demandé à ces deux artistes, c'est un couple, Steiner et Lenzliger, sont suisses, je leur avais demandé de faire une espèce d'installation dans le grand hall d'entrée. C'est-à-dire on passait en dessous. Et tout ça s'est fait uniquement avec des branches mortes et toutes sortes de fruits, de coques, de noix qui sont séchés, hein, qu'ils récoltent dans le monde entier. Et en les collant les uns aux autres, en les agrégeant, en les mettant les uns sur les autres, ils arrivent à faire ces environnements extraordinaires. Et là, je crois que ça, c'est un des chefs-d'œuvre de Chaumont, parce qu'en plus, c'est dans la chapelle et ça fonctionne très très bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens là qui sont émerveillés en voyant ça. Enfin, je l'imagine en tous les cas. Voilà. Et il y a un autre artiste que Chantal a montré il y a quelques années, alors qui s'appelle Duy An Duc, qui est un Vietnamien, et qui a montré ces extraordinaires tableaux sur lesquels il met des... Je ne sais pas si ce sont les fleurs ou enfin un stade de ces végétaux. Alors il utilise des pissenlits, des salsifis, des chardons, du blé ou du trèfle, et il arrive à faire des tableaux. Et là, je pense que ce qui joue beaucoup pour nous, c'est la fragilité. Et il n'y a pas besoin de le toucher, il suffit de le regarder ou de souffler dessus. Mais on sent bien qu'il suffit d'un courant d'air un peu trop fort, d'une main qui s'égare, et pof, tout est foutu, quoi. Je veux dire, c'est certainement cette fragilité qui joue dans notre jugement pour considérer que ça peut être quelque chose de merveilleux. Alors, on va repasser du côté des cabinets de curiosité ou des nains et des géants, du Guinness Book of Records, d'une certaine manière. C'est les choses énormes qui nous dépassent ou de très très grande taille. Alors, il y a Claes Oldenburg, grand champion en l'occurrence, qui est arrivé à faire des monuments, surtout aux États-Unis. Mais il y a une bicyclette de lui, je n'ai pas amené une photo de ça, il y a une bicyclette enterrée au parc de la Villette, qui est très drôle parce qu'il n'y a que des morceaux. Il y a un morceau de guidon avec la sonnette, un bout de pédale et puis un bout de roue qui sort un peu plus loin. Et donc c'est assez drôle parce qu'on peut amener les gamins et on leur dit, tu vois la bicyclette? Et il faut recomposer la bicyclette, qui est une bicyclette de géant. Et là, c'est à Milan, une espèce d'hommage à l'industrie textile à Milan, puisque vous voyez qu'il y a une aiguille avec plusieurs fils qui sont pris dedans et qui ressortent, qui plongent dans la terre et qui ressortent de l'autre côté. Et dans le genre très grand, il y a aussi celle de nos amis Anne et Patrick Poirier, Ostia Antica, qui reste une œuvre devant laquelle moi je fais le aha comme ça, parce que à chaque fois qu'on la voit, ben on est quand même sidéré, parce que, à mon avis, il y a justement le géant et le nain, si vous voulez, parce qu'il y a la miniature. Hein, on sait bien que c'est de la miniature, que c'est une maquette d'une ville entière, et il y a le côté gigantesque de l'œuvre qui fait que on est forcément sidéré quand on arrive devant.
Donc, émerveillement sur le très grand et le tout petit, qui sont toujours des choses qui nous fascinent. Je pense depuis des lustres que je pourrais faire un jour une exposition de miniatures, d'objets en miniature. Ce serait quelque chose de formidable de montrer, et Dieu sait si on en a produit, on en a plein, mais dans des musées très très différents. Vous allez au musée des arts et métiers, il y a des objets miniatures qui sont absolument merveilleux. Bon, il faut sortir simplement du musée des beaux-arts. Et il y a aussi ceux qui sont réellement mystérieux. Alors, on retourne là au château d'Oiron, et ça c'est une œuvre d'un artiste américain peu connu. Je ne comprends pas pourquoi. Franchement, ça m'échappe, mais bon, c'est comme ça. Il s'appelle Tom Shannon. Et là, vous avez donc ce grand disque, si vous voulez, qui doit faire 3-4 mètres de diamètre, au moins. Et vous avez l'hémisphère supérieur qui flotte. Il y a un système d'aimant qui fait que l'hémisphère supérieur flotte dans l'air. Il y a simplement un petit fil de nylon qui le retient, parce que si vous le lâchez, il s'écrase sur le plateau, évidemment, parce qu'on a beaucoup de mal à créer un champ magnétique qui permette aux objets de rester fixes. Et en fait, ça existe maintenant, mais enfin, lui, il ne l'a pas utilisé. L'hémisphère inférieur, lui, est attaché, etc. Et il a fait pas mal de sculptures du même genre. Alors, j'en ai acheté une pour le Centre Pompidou. Elle n'est jamais restée en place plus de quelques semaines parce que malgré toutes les barrières qu'on mettait devant, les gens étaient tellement fascinés qu'ils voulaient voir ce qui se passait. Et évidemment, paf, le truc s'aplatissait. Et donc, du coup, l'œuvre n'est jamais montrée. Et je trouve que c'est un artiste inouï qui a fait plein de choses. Il a été très jeune dans ce mouvement aux États-Unis qui s'appelait Art and Technology. Et voilà, bon. Pour vous dire que, enfin, Damien Hirst, je le rabaisserai beaucoup par rapport à ce qu'il est. Par contre, Tom Shannon, pour moi, montré vers les cieux, quoi, est un artiste que Là, c'est intéressant parce que ça recoupe, je peux vous le dire, ça recoupe le jugement de la majorité des visiteurs. C'est au MoNA, Museum of Old and New Art, à Hobart, en Tasmanie, un collectionneur extravagant qui a créé un musée et acheté cette pièce de Julius Pope, elle a été montrée à Bâle, pour ceux qui fréquentent la foire de Bâle. Et ce sont des gouttes d'eau qui tombent d'un cintre qui est dans la partie supérieure, et ces gouttes d'eau sont programmées par un ordinateur qui fait que ça écrit des mots. Et bon, alors les mots sont reliés à un ordinateur qui a un algorithme qui prend dans les derniers mails qui passent, enfin bon, peu importe, ce sont des mots qui tombent donc en 2 secondes, peut-être 1 seconde. Et vous avez juste le temps de lire Crisis et paf, les gouttes d'eau sont par terre. Et ça, les visiteurs adorent. Et comme ils ont chacun, on leur donne en entrant dans ce musée un petit appareil comme un iPhone qui s'appelle le O, qui leur permet d'avoir toutes sortes d'informations sur les œuvres d'art, etc. Et puis il y a évidemment le like. Bon, d'accord. Alors et celui-là, ça c'est l'œuvre du musée qui a le maximum de likes. Alors et c'est vrai que c'est fascinant. Enfin, moi, je trouve ça c'est vraiment une source d'émerveillement, me semble-t-il. Alors, il y en a d'autres aussi. J'ai fait quelques tests avant de faire cette conférence aujourd'hui avec des amis, des gens autour de moi. Je leur ai demandé un petit peu, si je vous dis merveilleux, à quoi vous pensez. Beaucoup m'ont parlé tout de suite de Turel. Et j'approuve, je dois dire. Je ne sais pas si pour ceux qui ont vu des œuvres de Turel, ça reste complètement un moment de aha effect, sûr. Alors là, ça y est, là, c'est son exposition au Guggenheim, où donc
Il y avait, vous imaginez les difficultés techniques, enfin peu importe, il y avait des rampes lumineuses à tous les étages, et on se couchait, d'ailleurs là on voit des gens debout, assis, je sais pas, mais on pouvait vraiment se coucher au rez-de-chaussée, et puis très 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 doucement les couleurs changeaient avec toutes les nuances, etc. Bon, on est en extase, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très très beau. On montre une autre image d'une autre œuvre. Il y a aussi des œuvres qui se découpent comme ça dans l'espace. Et ça, c'est grand maître, enfin maestro par rapport à la couleur, c'est sans aucun doute. Alors très très différent. Si vous voulez, là on est vraiment à l'opposé, dans le genre baroque un peu gore, on ne peut pas faire mieux. C'est le Roxy's de Kienholz, qui est une sorte de bordel, avec des femmes qui sont torturées ou martyrisées. Mais ce qui était fascinant, parce que j'ai vu cette œuvre dans une des premières documenta que j'ai visitées les années 70, sans doute, quelque chose comme ça, et c'est que vous pouvez vous asseoir dans les canapés. Ça a l'air tout bête. Aujourd'hui, c'est banal, si vous voulez. Mais quand on voyait ça pour la première fois venant de nos musées, où on sortait de salles où il y avait des tableaux alignés sur les murs, et que vous aviez une œuvre d'art, où vous vous trouviez là-dedans, vous pouviez vous asseoir et puis vous reposer un petit peu, parce que les expositions du genre documenta, c'est quand même sur les pieds pendant toute une journée au moins, sinon deux. Et voilà, c'était un moment assez incroyable et qui a été un changement dans la conception de ce que peut être une œuvre d'art. Et au moment où c'est sorti, ça pouvait être considéré comme une œuvre merveilleuse. Et puis, je ne peux pas m'empêcher d'en mettre une d'Ilya Kabakov, qui est cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, Kabakov, donc, qui était un artiste qui vivait sous le régime communiste jusqu'en 89, 90, etc., à Moscou, et a fait cette œuvre qui a plusieurs niveaux d'interprétation, mais qui est celle d'une narration, une histoire inventée, d'un personnage qui veut se propulser dans l'espace et qui s'invente donc un siège avec des espèces de ressorts un peu extravagants ou très puissants qui sont tels qu'ils transpercent le plafond quand le siège est lâché, les ressorts sont lâchés, et il part donc dans l'espace. C'était évidemment très ironique par rapport à toute cette volonté à l'époque de l'URSS d'être les premiers dans la conquête spatiale par rapport aux États-Unis. Et ce personnage vit dans une petite chambre dont les murs sont complètement tapissés d'affiches de propagande soviétique, avec une très forte dominante rouge, bien entendu. Et voilà, c'est une œuvre qui est complètement narrative, mais qui est extraordinaire aussi, parce que ce type, Kabakov, fait ça pendant la période communiste, où il n'était pas question qu'il expose, il gagnait sa vie en étant illustrateur de livres d'enfants. Et il fait ça dans son atelier pour les copains, quoi. Je veux dire, pour un petit nombre de personnes autour de lui. Il ne pouvait pas montrer ça, c'était impossible. D'ailleurs, personne n'aurait cru que c'était une œuvre d'art, en plus. Et voilà. Et il avait une telle confiance dans lui-même, dans ce qu'il faisait, dans sa manière de concevoir l'art, qu'il a fait ce truc qui a ensuite, maintenant c'est dans la collection du Centre Pompidou. Alors, il y a aussi des œuvres, pas tellement loin de celle-là d'ailleurs, qui sont totalement dans l'accumulation, comme le fameux magasin de Ben. C'était son magasin à Nice,
où il essayait de vendre quelques-unes de ses œuvres d'art, entre guillemets, enfin de ce qu'il produisait, etc. Voilà. Il ne devait pas en vendre beaucoup, mais il vendait surtout des disques. Vous voyez qu'il y avait des caissons tout autour qui étaient remplis de 45 tours. Et bon, il devait gagner un petit peu d'argent avec ça. Et à un moment donné, il a extrait toute la boutique. Et le centre Pompidou l'a acheté. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le directeur à l'époque, qui était Pontus Sulten, qui disait qu'il trouvait une valeur anthropologique à cette œuvre-là. Et je pense qu'il avait terriblement raison, parce que chaque fois qu'elle n'est pas présentée au Musée d'art moderne à Paris, les gens la réclament. Donc c'est une œuvre qui a une espèce de capacité d'émerveillement pour le public et qui est tout à fait parallèle, parce qu'il y a des œuvres comme ça qui deviennent des phares pour les grands musées, et il y en a un autre assez analogue, c'est The Beanery de Kinholz, de nouveau, qui est au Stedelijk Museum à Amsterdam. Et j'ai pu encore le vérifier avec des amis il y a quelques jours, qui me disaient que c'est quand on était jeune et on voyait ça, on allait au Stedelijk pour voir cette œuvre, quoi. Je veux dire, et c'était l'œuvre centrale, avec tous ces personnages qui sont transformés en machines, avec des horloges à la place, et qui sont dans un bar. C'était un casse-tête d'ailleurs pour le musée, parce qu'on peut à peine pénétrer dedans. Après, ils ont interdit qu'on y rentre dedans, parce qu'on y pénétrait juste, il y avait la largeur d'une personne. Et voilà. Et là, c'est Noble et Webster, c'est un couple d'Anglais. Alors là, c'est plus proche de l'illusion, hein, de la tromperie visuelle, en fait, quelque chose de mimétique par rapport au réel. Bon, vous avez un tas d'ordures au premier plan, et ça vous donne l'image en ombre qui est un peu derrière. Voilà. Il reste des choses où on se demande si on est dans le merveilleux ou pas, mais qui sont de l'ordre vraiment aussi de l'extraordinaire. Et je ne peux pas m'empêcher de citer forcément Christo, je veux dire, qui est quand même le seul artiste qui vraiment, uniquement avec sa force d'individu, créateur, etc., arrive à faire ces choses extraordinaires en forçant d'une certaine manière tous les pouvoirs publics à accepter sa fantasmagorie. C'est quand même tout à fait extravagant, sachant, il faut le répéter encore une fois, qu'il n'y a pas un sou d'argent public ou de mécénat dans ce qu'il fait. Il arrive à générer l'argent lui-même par la vente de ses œuvres pour faire ces choses-là. Bon. Et ça, il est quand même le seul au monde à avoir fait ça. Et ça reste un sujet merveilleux, certainement. Et je reviens encore une fois à celui qui me titille toujours, même si je ne suis pas un fan de son œuvre, c'est Damien Hirst, qui a très bien compris comment marchaient les attractions de foire, hein, et le circus et tout ça, et qui nous balance son requin dans le formol, évidemment. Alors ça c'est dans le côté les dents de la mer, etc. On joue sur tous les ressorts comme ça, etc. Et le Mother and Child, avec donc la vache et son petit veau, pour nous faire un peu pleurer, coupé en deux. Voilà, mais je crois qu'il faut que je m'arrête. Mais j'arrive heureusement au bout. Mais j'aimerais juste dire que tout ça... Alors, je vous ai montré tout ce qui était de l'ordre du merveilleux, plutôt spectaculaire, hein. Et alors, le monde de l'art, comme je le disais très brièvement tout à l'heure, a une espèce de tendance à s'extraire de tout ça et aller plutôt à s'émerveiller
sur des œuvres qui sont quelquefois très austères, qui sont quelquefois des réductions de la forme à sa plus simple expression. Je pense au minimal art, hein, je veux dire, what you see is what you get. Hein. Et ça, c'est un jeu entre un monde de l'art très sophistiqué, qui aimera beaucoup plus des formes extrêmement simples, de l'art conceptuel réduit à sa plus simple expression. Et c'est un jeu, sans doute, entre le spectaculaire et ces formes-là. Cela dit, bon, on a vécu toute la belle époque de l'art conceptuel, c'était quand même les années 70 à peu près, hein, et on en sort beaucoup maintenant, et on est beaucoup plus certainement aussi de nouveau dans un art de l'image, qui est une grande difficulté d'ailleurs sans doute pour beaucoup d'artistes, dans la mesure où les images sont produites par la publicité, par tous les médias, dans une quantité absolument incroyable, et arriver à se frayer un chemin là-dedans en étant toujours original n'est certainement pas facile. Merci. Je me demandais si l'artiste qu'on ne connaît pas et qui s'exprime beaucoup, dont je pense le nom est Banksy, c'est bien ça? Banksy, oui. Est-ce qu'il aurait eu sa place dans votre exposé ce matin? Oui, il pourrait. Oui. Mais c'est un merveilleux très particulier. C'est plutôt... ce qui m'intéresse chez Banksy, autant que je connaisse, hein, c'est sa stratégie d'échapper au système de l'héroïsation et de l'artiste démiurge, du génie et des médias où ils sont tout de suite une star, photographiée partout, où la biographie de l'artiste devient plus importante que l'œuvre. Et ça, c'est courant, hein, en ce moment. Il faut bien se dire ça. Regardez Basquiat. Hein, je veux dire, c'est quand même la biographie du Gus qui est plus importante que l'œuvre. Enfin bon, bref. Banksy, c'est ça qui m'intéresse chez lui. Alors, est-ce que ça, c'est du merveilleux? Je ne suis pas sûr. C'est que j'aime bien sa stratégie. J'aime bien ça. Parce que on a tellement exagéré sur Picasso, j'en peux plus. J'en peux plus de Picasso. J'en ai jusque là, quoi. Je veux dire, bon, et il a fait de mauvaises œuvres, Picasso, il faut le dire, quoi. Bon, enfin bon, voilà. Non, mais c'est notre. On est dans un système tellement comme ça sur les stars, les héros, le démiurge, les dieux artistes, tout le reste permis, etc. Faut arrêter avec ça. Et j'entends dire que dans les écoles aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui essayent à échapper au marché. Ça, c'est pas nouveau, c'est depuis les années 60, hein, c'est pas neuf. Mais qui essayent de travailler en groupe. Ils veulent plus être seul comme ça, le type qui devient, qu'on met en vedette et qu'on pousse, etc. Enfin, il y a une réaction chez les jeunes par rapport à ça. Et c'est bon, c'est bien. Voilà. Donc, voilà, Banksy, oui, je ne suis pas sûr que ce soit le merveilleux, mais voilà, bon, c'est... Voilà. Est-ce qu'à travers des œuvres de Paul Klee, de Cézanne, est-ce qu'on ne retrouve pas ce qu'on peut appeler quelque chose de merveilleux, même si on les regarde, si on les voit à plusieurs reprises? Dans mon cas personnel, revoir l'œuvre de Paul Klee, Angelus Nuevos, m'a complètement bouleversé, et à chaque fois que je peux la voir, je suis autant bouleversé, autant émerveillé. Oui, mais là vous revenez à ce que je disais au début, c'est que l'émerveillement c'est aussi quelque chose d'extrêmement personnel. Je peux que vous approuver. Je ne partage pas forcément le même sentiment, parce que c'est de l'ordre de l'émotion, enfin, c'est terriblement subjectif. Mais voilà.
Donc oui, c'est vrai que je suis allé du côté beaucoup du spectaculaire, je l'ai dit, c'est jouer avec le merveilleux et le spectaculaire, mais j'ai dit aussi qu'il y a les nains et les géants. Hein, il y a aussi la miniature, le tout petit peut aussi exciter beaucoup l'imagination. Ouais. Mais je partage complètement votre sentiment. J'ai moins... ouais. Sur Cézanne, peut-être un petit peu moins que pour Klee, parce que, juste un petit mot sur Cézanne, parce que j'en ai un petit peu assez d'entendre parler de la fameuse rupture cézannienne. Je pense que Cézanne est un excellent peintre, formidable. Il a inventé, il a créé vraiment une vision du paysage, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais qui est dans la logique parfaite de l'évolution de la peinture occidentale à ce moment-là. Et pour moi, la vraie rupture, elle se passe quelques années après, quand on décide quand Picasso et Braque font du collage. Alors là, bravo Picasso, parce que ça, c'est une vraie rupture, parce que c'est une rupture technique. Elle est dans la matière, si vous voulez. Alors que Cézanne, il poursuit une réflexion sur la peinture, sur le paysage, etc. Si vous voulez, c'est comme... me vient en tête cette histoire de Picabia. Picabia fait un grand tableau à sa manière, un peu mécanique, etc. Il y a un critique d'art qui, le lendemain, qu'il expose ça au salon, dit « Ah, mais il a copié un dessin d'ingénieur, tac », et puis il montre le dessin dans la presse, etc., en se disant « Là, je l'ai vraiment eu ». Et Picabia répond du tac au tac dans le journal le lendemain, en disant bah, « Alors, Cézanne, il copiait des pommes, moi je copie des dessins d'ingénieurs ». Voilà. Mais je pense que copier un dessin d'ingénieur, c'était beaucoup plus inventif à l'époque que de copier une pomme. J'ai deux questions en fait. Je veux savoir ce que vous pensiez de la polémique à propos des tulipes de Jeff Koons au bas des Champs-Élysées. Oui. Et la deuxième, c'est à propos de cet artiste italien dont le nom m'échappe, celui qui a fait le pape écrasé par une météorite qui est dans la provocation. Maurizio Cattelan, oui. Alors, sur les tulipes, oui. Ça me fascine pas du tout. Je trouve pas que ce soit merveilleux du tout. Je pense que là, on est beaucoup dans des stratégies où on joue du lourd, si vous voulez, de la part de Jeff Koons, qui est comme le sont tous les grands artistes. Les grands artistes sont tous des stratèges. Hein. Je veux dire, Picasso, justement, bravo pour sa stratégie, stratège remarquable. Bon. Et Jeff Koons, dès le départ, si vous voulez, j'ai considéré, dès que je l'ai vu apparaître, j'ai pas toujours pensé que c'était nul et qu'il fallait le rejeter. Mais dès le départ, j'ai compris qu'il voulait nous faire le coup de Warhol, qui était quand même très très bien joué, hein, mais qui était aussi une grosse stratégie, et qu'il voulait nous le refaire, mais d'une manière encore plus directe, comme ça, pof, prends ça dans la figure, et comme ça, en jouant donc sur le populaire et en intégrant le populaire dans l'art savant. Bon, je schématise, mais enfin, grosso modo, il y a beaucoup de ça. D'où les tulipes, d'ailleurs. Bon. Mais derrière ça se profilent bien évidemment des stratégies qui sont d'ordre national et qui sont de marché aussi. Et là, il s'agissait pour lui, évidemment, de planter un grand truc dans Paris. Ce qui prouve que Paris, dont on a dit tellement de mal pendant 30 ans, compte encore un petit peu dans l'idée d'une valorisation des beaux-arts. Hein. Il y avait un Chinois d'ailleurs qui disait, c'est merveilleux, et puis il avait tout compris, il avait dit, bah oui, quand on quitte la Chine, il faut aller à New York pour comprendre ce que c'est que le marché,
et puis à Paris pour comprendre ce que c'est que le monde de l'art sur le plan intellectuel, etc. Bon, il y a un peu de ça. Et Jeff Koons, c'était clair qu'il voulait en plus mettre ça devant le palais de Tokyo, comme vous savez, et c'était une prise de pouvoir symbolique, mais forte, évidemment. Alors on l'avait... C'était un cadeau, il a bien... Oui, mais un cadeau, oui, un cadeau empoisonné, enfin. C'est un cadeau empoisonné. Alors après, on l'a mis derrière le petit palais. Pas personne d'ailleurs. Il reste très peu de gens. Voilà. Il y allait tranquillement. Personne, voilà, au moins. Non, mais au moins, il n'a pas pris un pouvoir comme ça, symbolique fort, si vous voulez. Bon, ça c'est pour. Puis à part ça, je trouve. Enfin, c'est pas une œuvre qui me meut, pour vous dire. Enfin, je veux dire, ça me touche pas beaucoup. Maurizio Cattelan, alors ça c'est une œuvre que j'aime énormément par contre. Ah oui, je la trouve formidable parce que... Et il a toujours, Cattelan a toujours touché à la religion et au catholicisme. Beaucoup d'œuvres, de ses œuvres tournent autour de ça. Et on ne peut pas la commenter. Enfin, je veux dire, le météore qui tombe sur le pape, c'est quand même formidable. Enfin, le glaive. Pardon. Hitler agenouillé aussi. Oui. Ah oui, non mais les deux, je trouve très 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 fort les deux œuvres. Oui, oui. Mais il est très contesté puisqu'on dit que certains considèrent que c'est un pur provocateur et rien d'autre en fait. Oui. Oui, mais on dit ça de tellement d'œuvres, vous savez. Oui. Et je pense que les œuvres qui sont vraiment importantes ont toujours un petit côté provocateur. Hein. Si ça dérange un petit peu. Sinon, on fait dans le train-train, on fait dans la répétition, quoi. Une petite anecdote, c'est que je faisais une exposition à Milan qui s'appelait Art, religion, politique. Je passais complètement inaperçu. Je crois personne. Bon, c'était. Et il y avait au début, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez, la politique est le critère absolument dirimant dans le jugement sur l'art contemporain aujourd'hui. De la même manière que c'était la morale au XVIIIe siècle pour Diderot. Si vous voulez, il fallait qu'un tableau soit moral. Aujourd'hui, il faut qu'une œuvre soit politique. Bon. Et je voulais montrer qu'il y avait d'autres manières de voir la relation politique et l'art et avec la religion dans d'autres cultures. Mais au début, il y avait une introduction avec un certain nombre d'œuvres de Yves Klein, de Joseph Beuys, de Tapies, etc., qui montraient que tous ces artistes avaient joué avec des symboles religieux, évidemment chrétiens. Hein. Et je voulais inclure la petite version, parce qu'il existe en porcelaine, hein, grand comme ça, il en a fait 10 exemplaires, je crois, du météore qui frappe le pape. Et Maurizio Cattelan me dit non, enfin, il ne dit pas non, mais il fait en sorte que je ne puisse pas la voir. Je m'adresse à la galerie, vous ne pouvez pas la prêter, etc. Enfin, ça m'énerve parce que je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas être inclus dans cette exposition. Et à ce moment-là, je mets une petite étagère avec le cartel, Maurizio Cattelan, le météore, là, voilà. Et puis, je mets dessus une petite étiquette en disant « L'œuvre est provisoirement enlevée pour cause de restauration ». Et j'étais, comme tout le monde la connaissait, c'était pas la peine de la mettre. Il suffisait qu'il y ait le cartel. Et tous les critiques ont dit « Bon, il y avait Maurizio Cattelan avec Beuys, Tapies, machin. » Voilà. Bon, on va boire un coup maintenant.